Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors cette petite intro pour m'excuser par avance, je trouve que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. En fait, moi qui ai l'habitude de mettre beaucoup d'images, d'illustrations, de la musique, etc. Là, il est vraiment divisé en 3 gros blocs. Premier bloc, je vous parle d'une crème solaire que je viens de découvrir et je mets des nuances dans ma consommation éthique, bio, etc. Deuxième gros bloc, je vous fais un gros haul beauté avec des découvertes maquillage et soins trop bien. Et troisième bloc, je m'énerve un petit peu sur les réseaux sociaux et sur la société en général. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Bon, en même temps, vous commencez à me connaître, hein. Vous savez que quand vous regardez des vlogs de moi, surtout des longs vlogs comme ça, il y a des chances que je parle beaucoup. Je vous laisse tout de suite avec les images. Ça y est, je suis arrivée au bureau il y a une bonne heure et demie, j'ai déjà tourné ma vidéo Empties. J'ai tourné un réel à l'instant pour une marque, pour un produit que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, qui est la crème solaire des Petits Prodiges. Les Petits Prodiges, je vous en ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos Empties, je vous ai fait des réels sur le sujet, j'ai été en partenariat avec la marque le mois dernier pour vous présenter quelques petits trucs que j'utilise pendant la grossesse. Et en fait, ils viennent de sortir un nouveau produit, c'est cette crème solaire, 50+, donc c'est une protection très élevée, une crème solaire visage et corps, sans traces blanches, parfum Monoi, made in France, respectueuse des océans. Et alors là, j'étais assez étonnée et assez dubitative en fait, parce qu'au moment où Camille, donc qui est une des fondatrices, m'a proposé de l'essayer, elle m'a dit tu vas voir, elle est géniale, elle laisse vraiment aucune trace blanche et elle a une protection élevée. Moi qui suis vraiment habituée depuis longtemps à être dans le bio, dans le naturel, j'en ai essayé vraiment pas mal, des crèmes solaires naturelles, bio, tout ça. C'est ce que j'ai toujours utilisé et moi perso ça me va très bien, mais je prends pas des protections aussi élevées que la 50. J'ai l'habitude d'utiliser des 30. Sur mon type de peau, ça suffit. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, quand les produits ne sont pas teintés, à avoir un petit effet blanchâtre ou grisâtre, un peu même violacé parfois. Plus on augmente dans la protection, plus la matière peut être épaisse et un peu compliquée à étaler. C'est la vérité des produits bio naturels, tout simplement parce que les filtres ne sont pas les mêmes que les filtres utilisés en conventionnel. C'est des filtres qui sont minéraux. Donc on utilise du zinc, on utilise du dioxyde de titane qui sont en fait des barrières naturelles. Dans ce produit, c'est différent. En fait, la marque a décidé de ne pas utiliser de protection naturel, justement de pas utiliser de filtre minéral parce que justement trop d'effets de matière, trop d'effets blanchâtres, ça peut être hyper compliqué à appliquer. Apparemment, alors ça je me suis pas renseignée, j'ai pas pris le temps d'aller vraiment bien vérifier toutes les études, mais apparemment quand on est sur des protections aussi élevé en naturel, en 50+, avec du zinc, du titane, etc. C'est pas forcément très bon pour les océans non plus, à vérifier. Donc en tout cas, la marque a préféré opter pour cette formule et utiliser des filtres chimiques qui sont des filtres chimiques nouvelle génération qui ne sont pas dangereux du tout pour l'environnement. En termes de santé, ils sont pas considérés comme dangereux non plus. Si vous décryptez un petit peu, alors moi je suis allée vérifier sur le site La Vérité sur les cosmétiques, c'est ma référence. Effectivement, il y a des ingrédients qui vont être notés comme satisfaisants ou passables. Les filtres solaires utilisés ne sont pas considérés comme excellents, mais c'est jamais le cas en protection solaire. Je suis très honnête avec vous, c'est vraiment une question de choix. Le but ici, c'est vraiment de trouver le bon rapport bénéfice-risque. Donc aucune protection solaire finalement n'est idéale, que ça soit en chimique ou en naturel. Rien n'est idéal, le mieux ça serait de pas s'exposer du tout au soleil. Maintenant, si on a envie de s'exposer au soleil, on choisit vers quel type de produit on va, quel est celui qu'on va utiliser le plus facilement, parce que si on a du mal à étaler la matière, on n'en mettra peut-être pas assez et qu'on n'en remettra pas en cours de journée, et dans ces cas-là, le produit ne sera pas efficace. C'est vraiment de trouver le bon rapport bénéfice-risque. Si on s'expose, c'est beaucoup plus dangereux pour sa santé de ne pas se protéger. Maintenant, j'ai une vision beaucoup plus, beaucoup plus réfléchie, je suis beaucoup moins intransigeante qu'avant concernant les compositions, parce que j'arrive à prendre un peu de recul et à me dire c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Moi, je veux juste qu'on soit complètement honnête et transparent afin que chacun puisse prendre ses décisions et utiliser les produits qui lui semblent être le mieux. Mais c'est pas parce que voilà, un produit ou un ingrédient n'est pas idéal dans une formule qu'il est forcément dangereux et qu'on va forcément déclencher un cancer parce qu'on l'aura utilisé quelques semaines dans l'année, vous voyez. Il faut prendre un peu de recul sur tout ça. C'est une crème solaire, donc 50+, que moi j'ai utilisé récemment. Je suis un petit peu bronzée, j'étais dans le sud. Je vous montre un peu la texture. C'est une texture hyper fluide, qui laisse vraiment, vous avez vu mon joli bracelet, joie, c'est celui de Marie Youpi, qui laisse vraiment aucun effet blanchâtre, vous voyez, qui est hyper facile à étaler, qui sent super bon. Elle sent un peu le Monoi, elle sent l'été, cette crème solaire. Donc hyper agréable et elle protège très bien. Je l'ai utilisée ces dernières semaines et vous savez, quand on est enceinte, on a une peau beaucoup plus réactive qu'avant et j'ai pas pris de coup de soleil, j'ai vraiment très bien protégée par ce produit. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, il y a un petit code promo si ça vous intéresse. Je suis très transparente sur le, effectivement, ne pensez pas que c'est une compo 100% naturelle, parce qu'avec une compo 100% naturelle, on ne pourrait pas aller
aller vers une formule comme celle-ci. Maintenant, vous savez que c'est des filtres chimiques dits organiques, en fait. Nouvelle génération qui ne font pas de mal aux océans et qui ne sont pas pour autant dangereux pour la santé non plus, et qui permettent justement d'avoir plus de sensorialité, de plaisir et de facilité surtout d'application. Donc ensuite, à chacun de faire son choix. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une marque qui est française, tout est fait en France. Le packaging en aluminium, c'est assez bien, c'est assez cool parce que l'aluminium, c'est quelque chose qui est 100% recyclable et à l'infini. Vous avez vu, c'est un système de pompe. Et dans cette marque, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais moi j'adore les baumes. J'utilise beaucoup leur baume au Monoi justement pour mon bidou, pour ma peau en général, pour éviter les vergetures. Le déodorant, celui pour peau sensible, c'est celui que j'utilise. Il y a un petit nettoyant visage qui est très sympa aussi, un nettoyant poudre. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font un dentifrice que j'adore mais que pour le coup j'ai mis de côté parce qu'il y a de l'huile essentielle de menthe. C'est vraiment une très jolie marque et voilà, j'avais à cœur de vous donner un peu plus de précision sur cette crème solaire. Maintenant je m'en vais faire un petit peu de montage. Je vous retrouve à la maison. J'ai passé la journée au bureau. J'avais 2 tournages de vidéos à faire. J'ai fait un peu de montage. J'avais un réel à faire pour Madara. Enfin, bref, j'ai beaucoup de travail. C'est une journée intense mais qui a été très productive. Je suis plutôt fière. Et devant ma porte, j'ai trouvé le dernier colis, mon corner B. Je dirais que 2 à 3 fois max par an. Je fais un point avec Emeline qui travaille chez mon corner B et on fait un point un peu sur les nouveautés, sur les trucs qui pourraient m'intéresser. Elle me connaît très bien, elle connaît hyper bien ma peau, elle sait ce qui me plaît en termes de make-up et donc elle aime bien me faire découvrir des nouveautés qu'ils reçoivent. Je fais quand même un tri, je déteste recevoir pour rien. Mais là, je pense avoir reçu quelques pépites. Je n'ai rien ouvert, j'ai vraiment tout gardé pour vous montrer, pour essayer avec vous. Ça va être pas mal, je pense. Bon, alors ça sans grande surprise, c'est le mascara. J'en ai commandé 2. C'est le mascara Ilia que j'aime de tout mon cœur. C'est mon préféré. C'est selon moi en tout cas le meilleur mascara naturel, bio. Il tient super bien. Il fait des cils de dingue. Donc ça, j'en ai recommandé 2. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un Coco Crayon de Herré Pérez. Je sais plus ce que c'est. C'est un crayon à lèvres, il me semble. Je le redécouvre avec vous. Ah, il est assez foncé quand même. Ouh. Ça peut être pas mal. Si j'en mets pas beaucoup, ça peut être pas mal. Mais alors attendez, j'ai pas... Je suis allée prendre un miroir quand même et un petit peu de baume à lèvres. Je mets un peu d'enchanteur. Comme je veux pas que la couleur soit trop foncée, si je le mets sur lèvres nues, sur lèvres un peu sèches, ça va vraiment marquer foncé. Mais il peut être pas mal si j'en mets pas trop. Ça rappelle vachement mon haut. Ouais, il est un peu foncé quand même. Il est un peu trop foncé peut-être. Très années 90. Très Friends. Mais si j'en mets un peu moins, je pense qu'en tout cas en blush, il peut être pas mal. C'est une texture qui est très fondante, même sans le baume, je veux dire. Bon, bien dilué, il peut être pas mal. J'ai juste pris une teinte un peu foncée, je pense. J'ai pris un mascara à sourcils, un gel traitement volume teinté. C'est de la marque Kosas. C'est un tout petit goupillon. Alors j'ai déjà fait mes sourcils ce matin. Ok. Alors c'est pas ce dont je suis plus fan moi, les mascaras sourcils, je préfère les crayons ou les feutres ou les fards. Mais c'est vrai que les mascaras sourcils, c'est très pratique pour fixer, mais moi pour ça j'utilise de l'aloe vera ou la technique du savon. Les personnes qui suivent ma formation, mes cours en ligne là, sur le maquillage des yeux connaissent cette technique. Écoutez, le truc c'est que si j'en applique partout, il est quand même bien parce que c'est vrai qu'on sent, il texturise en fait. Il texturise le poil. C'est comme s'il y avait des fibres qui accrochaient et que du coup ça texturise. Alors le truc c'est que comme j'en ai mis partout là, ça me durcit un petit peu. Ça durcit un peu le regard. Entre ça et le rouge à lèvres trop foncé, je vais être belle moi. Mais franchement il est bien. Mais je pense que moi j'accentuerais principalement là, parce que j'aime pas quand mes sourcils sont trop foncés à ce niveau-là. C'est un bon produit. Alors ça, j'ai été trop contente quand Emeline m'a dit que Tata Harper refaisait des petits blushs ou des baumes à lèvres. Parce que vous savez peut-être si vous me suivez depuis très longtemps, parce que ce baume-là, enfin ce petit blush en crème, il date, mais il y a des années, il a été arrêté, il y a des années. C'était le Vivalicious, je pense, de Tata Harper. Dites-moi si vous vous en souvenez. C'était mon truc ultime que je mettais tout le temps. Et Tata Harper avait décidé d'arrêter. Et là, elle m'a dit, ils ont refait des petits baumes. Et il y a peut-être des teintes qui te plairont. Et effectivement, je trouve que celle-ci se rapproche un petit peu. Je crois que c'était Vivalicious. Je suis plus très sûre. Et donc, c'est une texture baume, un peu pêche. Ah ouais, ça, je pense que je vais aimer. Très fondant. Le problème, c'est que je le mets par-dessus l'autre. Ça, c'est plus mon style de couleur. Dès qu'il y a une touche d'orangé, moi, j'adore. Un peu corail. Je trouve que ça met tout de suite... Enfin, sur moi, en tout cas, avec ma carnation, ça fait tout de suite bonne mine. Et ça, en blush...
En fait, ce qui est joli avec le corail quand on a les yeux bleus, comme il y a une petite touche d'orange dans le corail, ça ravive les yeux bleus, la couleur bleue. C'est les deux couleurs complémentaires. Et bah attendez là, avec ce que j'ai en dessous, ça va pas, mais je pense vraiment qu'il est top. C'est le Lucky, chanceuse, j'aime bien. Et c'est vrai qu'il est très fondant, mais il a pas ce côté gras quand on l'applique sur la peau. Les produits Tata Harper, c'est assez cher quand même. Un autre produit de chez Kosas, c'est un crayon. C'est un crayon sourcil. J'aurais peut-être dû l'essayer avant de mettre le mascara. Je vais l'essayer sur l'autre sourcil. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis déjà maquillée au niveau des sourcils. J'ai utilisé un crayon couleur caramel ce matin. Donc un goupillon, tout fin là, très cool. Et ah oui, c'est ce qu'elle m'expliquait, que c'était vraiment un crayon. Est-ce que vous allez bien voir? Un crayon très très fin, comme ça, qui permet vraiment de faire un effet poil à poil. Alors au niveau de la texture, c'est cool parce que il est ni trop sec, ni trop gras, pas du tout même. Alors niveau poil par poil, je comprends. Ah oui, effectivement, si je mets le miroir devant vous, ça marche pas. Vous verrez pas trop. Là, vous voyez, là, ce que je viens de faire, c'est un peu faux. Enfin, j'ai fait exprès pour voir si ça marchait un poil par poil. Ah, il va être pas mal, mais pareil, il est assez foncé quand même. Je suis peut-être un peu emballée dans la couleur des crayons et mascara. J'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous. Quand on a les sourcils trop foncés, ça durcit. Bon, c'est pas grave, il est quand même très bien. Je m'en servirai de toute façon. C'est juste que je resterai vraiment sur l'extérieur du sourcil et pas sur l'intérieur pour ne pas durcir le visage. C'est un highlight de RMS Beauty. Ouh, c'est des ombres à paupières un peu métalliques. Voilà, mais alors ça, à quoi ça sert? Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, attendez. Je pense que c'est pour mettre sur le tube au fur et à mesure qu'on le termine, je pense. Et donc c'est des ombres à paupières comme ça, liquides. Là, c'est la teinte Strobe. J'ai mis là. Alors je trouve le format intéressant. Par contre, pour doser, ça va pas du tout être facile. Ouf, c'est joli. La vache. Je sais pas si on le voit bien. C'est un gris mauve métallique. Ouh, ça peut être très joli ça sur les paupières. Il y a mon mec qui va rentrer du travail, il va pas comprendre. Je vais te maquiller avec plein de trucs différents. Et en fait, il sèche assez rapidement, je le sens. Je le vois déjà sur la main. Et alors ça, en base paupière, parce que ça va tout faire tenir dessus, hein, ça c'est sûr. En base ou en farceur. Et alors là, on est vraiment dans un look 90. Hein. Je vais remettre mon petit ras de cou plastique et faire descendre 2 petites mèches. Ça va être un vrai comeback. Ok, donc ça c'était la teinte Strobe. Le même produit mais avec une autre teinte. Et là j'ai pris, alors ça c'est une teinte qui est un peu plus confortable pour moi. C'est la teinte Spark qui est plutôt une teinte bronze. Vous savez, un poil plus chaud que ce que je viens d'utiliser. C'est, oh c'est joli aussi. Oh là là. C'est entre le bronze et le prune, je dirais. Ah c'est magnifique. J'applique sur notre paupière. Ouais, on est quand même sur un prune. Et en même temps il y a des touches de bronze. Ça sur les yeux verts. Enfin, vous savez que je déteste ce genre de règles de maquillage à la con. Hein. Mais le prune comme ça fait ressortir les yeux verts. Bon, c'est pas bien mis, c'est mis à la va-vite comme ça, mais en tout cas, ça, je pense que vraiment, ça tient toute la journée. C'est vraiment une matière qui s'accroche, en fait, qui sèche. Là, c'est vraiment sec. Et là, bah pareil. Ça, je pense que ça bouge pas. C'est juste le format que je trouve peut-être pas très pratique pour doser. Je pense qu'on en perd pas mal à force d'étaler là-dessus, mais bon. À part ça, c'est très bien. Ah, c'est un autre crayon à lèvres. J'ai pris la teinte Heart, qui est un rouge. Vous savez, c'est le Herré Pérez qu'on a testé, là, un peu trop foncé. On est beau. Bon, je vais le rajouter par-dessus, c'est pas grave. Ça va être trop joli. C'est un très joli rouge. C'est un rouge classique. Le rouge, voilà, avec mes yeux différents, c'est horrible. Je suis en train de devenir un clown pour vous, avec mes yeux là. C'est dommage parce que le rouge à lèvres est magnifique, mais avec mes yeux différents là, ça rend pas du tout hommage. Et en fait, c'est hyper agréable. Alors, c'est pas complètement mat. Bon, de toute façon, là, je vais pas réussir à faire une bouche rouge très précise. Hein. C'était vraiment pour voir la couleur. Magnifique. Et hyper confortable. Non, il est pas mat, mais il est un fini naturel, pas trop glowy non plus. Et il est ultra confortable. Mais ça, pareil, vous pouvez en mettre en blush. Hein. Vous en prenez un peu, vous estompez. Là, ça va plus du tout. Attendez, je vais enlever quelques petits trucs quand même. Bon, je me suis pas complètement démaquillée, mais j'ai enlevé le blush et j'ai enlevé ce que j'avais sur les paupières. J'ai oublié d'enlever les sourcils. C'est pas grave. Et déjà, ça fait un petit peu moins peur. Ça fait un peu moins bozo le clown. J'ai pris un eyeliner aussi. Alors ça, apparemment, il est vraiment super. C'est le 100% pur. Je suis pas convaincue du pinceau. Je vous avoue, moi, je suis une grande fan du... Absolution, donc j'adore le pinceau, mais apparemment celui-ci tient hyper bien. Donc écoutez, je vais essayer quand même, je vous dirai, là je vais pas me faire un eyeliner maintenant. On va voir sur la main déjà le pinceau. Je me dis qu'au pire, si j'aime pas le pinceau, je peux toujours mettre un peu de la matière sur le dos de la main et faire mon trait de liner avec un pinceau biseauté. C'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais maquilleuse. Je mettais le eyeliner là et ensuite je prenais un pinceau pour leur appliquer sur les yeux. Ouais, c'est un pinceau plutôt classique, hein. C'est les pinceaux, comment dire, qui se plient facilement, vous voyez. Alors que le Absolution, il est
beaucoup plus rigide, donc beaucoup plus facile. Écoutez, à voir, il faut que j'essaie la matière, tout ça je vous dirai. De toute façon, entre temps, ça c'est la magie du montage. Quand j'aurai monté cette vidéo, je pourrai vous dire si je l'ai aimé ou pas. En fait, je pense que ce qui fait bizarre là, c'est le rouge à lèvres rouge comme ça qui est un peu dépassé et les sourcils très foncés. Le reste, c'est des soins plutôt. Ah non, pas celui-ci. Celui-ci, c'est un produit qui existe déjà, dont je vous avais déjà parlé, c'est le Impossible Glow de paille. C'est un produit un peu qui fait plein de trucs, c'est une sorte d'enlumineur qu'on met dans la crème de jour, qu'on peut mettre en enlumineur, qu'on peut mettre en petite touche sur la paupière. Et j'avais pas eu un coup de cœur ultime pour ce produit. Là, en fait, la marque a sorti d'autres teintes, dont une teinte un peu champagne. L'autre, il était vraiment très bronze, très orangé. Et là, la teinte champagne, comme ça, je me dis que ça peut être magnifique. Donc, je vais tester, voir si je préfère comme ça. Donc c'est une pipette comme ça. Et en fait la couvrance, enfin je veux dire le rendu est très très variable selon comment on l'utilise. Donc là vous voyez, ah ça peut être joli déjà, en enlumineur comme ça c'est beau. C'est très très léger et en même temps il fait pas aussi sec que le Madara. Vous savez l'enlumineur Madara quand on l'applique. Donc là j'ai mis qu'une couche mais je vais essayer avec une deuxième couche. Et ça pareil limite, c'est un produit qu'on pourrait utiliser vous savez en guise de base à paupières parce que c'est une texture qui sèche tellement que je pense que ça peut être pas mal pour appliquer des fards après et donner un joli glow et avoir dans une crème hydratante ou dans une huile pour vraiment donner un côté hyper lumineux à tout le visage. Et c'est aussi un produit qu'on peut mettre vous savez dans une huile pour le corps pour se donner un côté un peu scintillant comme ça l'été, ça peut être sympa sur les bombés du corps, tout ça. Écoutez, je vais voir avec cette couleur mais en tout cas ça me plaît un peu plus que l'autre. Et donc les trois autres c'est des produits soins. Justement Emeline me parlait de la marque Adaptologie que moi je ne connais pas et elle m'a dit beaucoup de bien de cette marque qui apparemment est vraiment spécialisée. Enfin, ils ont fait des produits sans huiles essentielles pour les peaux vraiment sensibles. Alors je sais pas si c'est toute la marque ou si c'est une gamme de cette marque qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est peau très 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 sensible avec des rougeurs et tout. Et elle savait peut-être, mais moi avec ma grossesse j'ai vraiment développé une peau très très sensible, un peu de rosacée, de coupe rose à ce niveau-là. Et donc tout ce qui est anti-rougeur ou pour peau très sensible ça peut être très cool. Et ça c'est une sorte de brume à l'acide hyaluronique qui aide aussi à apaiser un peu la peau. Donc je testerai. Apparemment le sérum de cette marque est génial, mais là ils étaient en rupture de stock. Un autre sérum sinon justement qu'elle m'a dit qui était pas mal, c'est le sérum de chez Paille justement, le Instant Calmer. Paille pareil, c'est une marque qui est très réputée pour les peaux sensibles. C'est des produits très doux, très neutres, aident à apaiser les peaux stressées et les céramides contribuent au renforcement de la barrière cutanée indispensable pour une peau sereine. Parce qu'on dit généralement que les peaux irritées et les peaux qui ont tendance à réagir comme là, moi c'est mon cas, c'est des peaux qui ont plus une bonne barrière, donc ça peut être cool. Écoutez, je l'appliquerai avant d'utiliser mes soins classiques du moment. Donc ça servirait à apaiser, unifier le teint, hydrater et protéger. Bon, c'est un sérum, ça à mettre avant un soin, a priori. Ouais. Et elle m'a parlé d'un masque qui apparemment est super, de la marque Jo Skin. C'est un masque hyper minimaliste, à la composition très très simple et en même temps hyper qualitative. Donc il y a un petit pinceau déjà, c'est un petit pinceau en silicone. C'est un masque à base de miel. Et donc pareil, pour calmer la peau, pour détoxifier, pour illuminer et pour la guérir et la nourrir. Pas mal ça. Et dans les ingrédients, il y a du miel cru, il y a de l'argile, une marque suédoise. En tout cas, c'est fait en Suède. Et donc c'est un masque comme ça. Je vais l'essayer ce soir. Alors ça sent pas hyper bon. En même temps, c'est normal, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien dedans pour que ça sente bon. C'est vraiment un mélange de... ça sent un peu l'argile quoi. Bon écoutez c'est pas grave, moi je m'en fous. Tant que c'est un masque qui fait du bien, qui sent très très bon, je m'en fous un petit peu. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et là il y a une meilleure lumière, comme ça vous voyez le rouget, il est beau hein. Alors j'ai trop dépassé, hein, ça va pas. J'avais pas un bon miroir au moment où je le mettais, mais il est très beau et très très confortable. J'ai continué de tester un tout petit peu. J'ai fait un petit look que j'aime beaucoup. J'ai remis du mascara de l'autre côté histoire que ce soit à peu près pareil, mais effectivement ça les épaissit. J'ai pas l'habitude, mais en même temps avec certains looks ça peut être très joli. C'est juste qu'il faut pas en mettre, sur moi en tout cas, il faut pas en mettre sur le coin interne du sourcil, il faut vraiment rester là. Mais en tout cas ils tiennent bien et je les sens plus épais effectivement. Et là, ça, c'est le sérum paille, l'enlumineur paille, là, le glow skin qu'on peut mélanger ou qu'on peut mettre tel quel. Et j'en ai mis sur les pommettes. Et j'en ai mis aussi sur la paupière, donc ça fait un rendu très très glowy et j'adore, j'aime beaucoup. Juste du mascara, mais c'est pas mal hein, quand même. Ah, j'aime bien. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai les fenêtres grandes ouvertes, il fait très chaud en ce moment. Et on a un appart alors qui est génial, le nouvel appart, mais il est un petit peu plus bruyant que l'autre quand même. Toujours le canapé qui est derrière, qu'on n'a toujours pas descendu. Je voulais vous faire un petit retour suite au masque. Écoutez, je suis hyper agréablement surprise parce que ce matin, je me réveille avec moins de rougeur et moins d'irrégularité sur la peau. Donc, est-ce que c'est le masque? Est-ce que c'est la brume?
Est-ce que c'est le sérum que j'ai commencé aussi, le sérum paille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un des 3 produits qui, je trouve, a amélioré l'aspect de ma peau et qui a apaisé ma peau. Il faut pas se fier à ça parce que là je suis quand même un petit peu maquillée. J'ai une CC cream, j'ai un petit peu de correcteur, j'ai utilisé le crayon à sourcils, j'ai utilisé le petit blush Tata Harper, pareil sur les lèvres, ma poudre de soleil Irisé Paris. Cette petite vidéo au moment où Instagram est en train de changer son algorithme et de changer son fonctionnement. Alors c'est le cas depuis le début de la plateforme. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années maintenant, moi c'était au moment où j'ai commencé Instagram, donc il y a 7-8 ans. Ouais, je dirais à peu près ça. C'était vraiment un réseau social photo, format carré. On retouchait tous nos photos avec les filtres présents sur Instagram et ça a vachement évolué. Quand Snapchat est arrivé, je me souviens qu'Instagram a copié le système de story et s'est emparé de ça. Et on a d'ailleurs complètement oublié que c'était Snapchat qui avait fait ça à la base. Et je trouve que c'est devenu très naturel, je sais pas si ça allait pour vous. Pareil, on a vu le format carré évoluer, mais c'est passé ensuite à un format plus grand pour qu'en fait, quand on scrolle, qu'on ait une publication par une publication, qu'elle prenne plus de place. Et là, ça faisait quelques mois qu'Instagram expliquait qu'ils allaient mettre en avant les vidéos, les contenus vidéo. Donc déjà, c'est autre chose. C'est quand même plus du tout le même esprit. Et là, depuis quelques jours, ils ont clairement dit que le format avait changé, que Instagram devenait une plateforme vidéo. C'est même plus qu'ils allaient mettre en avant seulement les vidéos, mais ça devenait principalement ça. Et ça a clairement copié le format des vidéos TikTok. Je trouve ça personnellement désolant. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà en tant que créateur de contenu, mais pas que, loin de là, parce que c'est pas une généralité notre métier, il y a très peu de gens qui font ça. Mais je trouve ça déprimant d'en arriver là parce qu'en fait, à la base, on avait tous des réseaux différents pour des utilisations différentes. C'est-à-dire que moi, si je veux regarder une vidéo, je vais sur YouTube. Si je veux regarder des photos, c'est sur Instagram. Si j'avais envie de lire des articles, c'était les blogs. Et je savais où j'allais selon mes envies. À un moment, les blogs ont complètement arrêté de fonctionner. Justement parce que Instagram arrivait, qu'on commençait à écrire des longues légendes sous les posts, que sous les vidéos, et donc finalement les gens n'avaient plus vraiment le courage d'aller lire des longs articles sur les blogs, ce que je trouve plutôt dommage. Pareil, ensuite TikTok est arrivé. Moi j'étais la première à me dire mais qu'est-ce que c'est ce délire? Et en fait, si on s'y penche un petit peu, je comprends le truc. TikTok c'est pas seulement des ados qui dansent devant la caméra, il peut y avoir vraiment d'autres choses. Mais ça reste du contenu, comment dire, c'est du contenu de moins d'1 minute, en accéléré, c'est vif, c'est divertissant effectivement. Mais ça ne remplace selon moi jamais un article ou jamais une vidéo qui permet en fait d'avoir le temps de développer un sujet. Et donc je trouve ça déprimant personnellement et désolant en fait que les plateformes, que les réseaux se copient
pour récupérer des parts de marché, etc. Je trouve que c'est un mauvais modèle, je trouve ça dommage pour le modèle entrepreneurial, je veux dire. En tant que créateur de contenu, c'est assez désolant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est sans cesse obligé d'adapter notre contenu aux nouveautés. On est très très dépendant des plateformes en fait. C'est-à-dire que si moi j'avais l'habitude de faire des photos, de pas me montrer en vidéo ou de pas avoir le temps en fait de faire des vidéos, et ben Instagram d'un coup je perds 50 000 personnes qui me suivent ou Instagram arrêtera de me mettre en avant. Le truc c'est qu'on a peut-être eu tendance en tant que créateur de contenu à prendre ça comme acquis en oubliant que Instagram c'est un réseau social et qui nous offre une visibilité qui finalement est gratuite, ce qui n'est pas rien. On a pris ça un peu comme acquis. Mais on perd rien, nous, en tant que créateur de contenu. Ça nous fait de la visibilité. Parfois, on fait même des partenariats avec des marques en utilisant cette plateforme, en utilisant Instagram. Donc, je pense qu'Instagram s'en contrefout un petit peu quand même de ce que les créateurs de contenu veulent et ce qui les arrange ou pas. C'est pas tant leur problème, en fait. Bien que ce soit aussi les créateurs de contenu qui font vivre cette plateforme. Donc bon. Donc, en tant que créateur de contenu, c'est assez déprimant, surtout si on veut faire des trucs de qualité. Parce que, perso, je n'arriverai jamais à dire en moins d'une minute ce que je peux dire en 30 minutes de vidéo sur YouTube. C'est impossible. Et ça me déprime un petit peu parce que ça me fait penser un peu à l'évolution de la société où on n'a plus envie de se renseigner, on n'a plus envie d'ouvrir un bouquin, de potasser un sujet comme ça pendant des heures, des jours, des mois. Pareil, les docus, non, on veut voir que des extraits comme ça sur Combini ou sur Instagram, sur les réseaux. Et donc en fait, ça va devenir quoi? C'est-à-dire que là, à notre époque, ça va encore. Moi, j'ai encore l'habitude de regarder des longues vidéos. Mais les générations plus jeunes, comment ça va se passer s'ils ne sont pas habitués à ça, si le cerveau n'est pas habitué à ça? Donc moi, je trouve ça déprimant. Je trouve ça inquiétant même en fait parce que je vous dis un contenu d'une minute ne pourra jamais remplacer le reste et surtout en fait peut-être que vous vous rendez pas compte mais faire un réel, faire une vidéo comme ça demande un temps mais de malade mental et c'est de l'instantané, c'est-à-dire que si par exemple je fais un réel, et j'en fais de temps en temps, hein, j'aime bien ce format, ça va me prendre déjà le temps de tournage, donc déjà le temps d'y réfléchir, le temps de tournage, le temps de montage, le texte en dessous, la publication, ok ça touche des gens, mais en vrai le lendemain Instagram l'a oublié, personne ne re-regarde un réel 24 heures après, donc on a fait tout ça, on a travaillé une demi-journée, on a utilisé une demi-journée de notre temps avec notre famille, de notre temps de travail, pour ça, pour un truc qui disparaît en quelques minutes. Enfin, je trouve que c'est une perte de temps en fait, vraiment, et c'est ce que j'ai souvent dit, on en parle très souvent avec mon groupe de Marie Youpi, Marie Shakermaker, Marie Sweet and Sour. Quand on se voit, on a toutes le même métier, on est toutes blogueuses. Moi, ça fait des années que je dis, mais en fait, les filles, je pense qu'on perd du temps sur Instagram. En fait, il faut pas qu'on mette tout notre temps et notre énergie à créer du contenu Instagram. C'est trop volatile, en fait, ça ne reste pas. Et même pour vous, qui, par exemple, avez vu passer une de mes publications, imaginons, sur un fond de teint, ok, vous l'avez vu, c'était intéressant sur le moment, à moins que vous ayez fait un screenshot ou que vous ayez enregistré, etc., vous avez vu passer l'info, ok, peut-être que c'est dans 2 semaines que vous aurez besoin de cette info, peut-être que c'est dans 6 mois, et dans ce cas-là, comment est-ce que vous le retrouvez sur mon feed? Alors que si j'avais écrit un article sur le blog avec des mots-clés, déjà on peut le trouver sur Google, ensuite vous pouvez utiliser la barre de recherche sur mon blog, c'est quelque chose qui reste. Je n'ai pas travaillé pour rien et vous, ça vous facilite la tâche. Moi, j'ai vraiment à cœur, et je le répète souvent, Instagram pour moi c'est un outil de relais. J'ai plus envie de passer du temps à créer du contenu seulement pour Instagram. Le seul truc, c'est qu'il y a certaines marques qui demandent, quand en tout cas on a un business model à faire beaucoup de partenariats, je veux dire, il y a gagné sa vie comme ça, généralement les marques adorent être sur ce style de plateforme. Donc, créer du contenu pour lequel on est payé sur Instagram, pourquoi pas, parce qu'on est payé pour ça. Mais créer du contenu gratuit sur Instagram, alors que ça ne reste pas, je pense pas que ce soit intelligent, businessment parlant. Je pense que ça vaut plus le coup de faire une vidéo sur YouTube qui peut vraiment être viable sur des années. Pareil pour un article de blog, plutôt que de créer et de suivre comme ça les tendances. Et ce que je trouve par exemple hyper dommage avec TikTok, pour vous donner un exemple, percer sur TikTok aussi c'est extrêmement dur. On connaît pas trop le secret, alors on sait que pour vraiment percer, il faut utiliser la musique du moment. Par exemple la musique tendance du moment. Il faut suivre une tendance TikTok pour percer. Mais du coup la créativité elle va où? Enfin, c'est-à-dire que maintenant on peut même plus utiliser une musique que l'on aime vraiment, qui irait vraiment avec la vidéo. Non, il va falloir aller chercher dans la bibliothèque musicale celle qui est tendance en ce moment. Est-ce que vous imaginez, du coup, à quel point ça manipule les tendances, à quel point ça manipule les goûts des gens? Parce que, du coup, il y a une uniformisation des goûts, uniformisation des contenus,
tout le monde, toutes les vidéos se ressemblent, il n'y a que des tendances partout et je trouve ça trop dommage quoi. Moi c'est vraiment quelque chose qui me désole dans mon métier. C'est pour ça, vous l'avez peut-être vu, qu'avec Constance avec qui je travaille, on a vraiment pris le parti de réinvestir le blog. Donc on réécrit, on remet à jour des articles. Je vous conseille souvent, je vous redirige souvent d'aller vers le blog. Pareil pour YouTube, je préfère vraiment passer du temps sur YouTube qui va rester plutôt que sur Instagram ou je sais pas quoi. Donc on a pris le parti surtout de réinvestir le blog et surtout j'essaie de me détacher un peu des réseaux sociaux pour lesquels je suis trop dépendante. Et c'est pour ça que je vous conseille souvent de vous inscrire à ma newsletter, j'en envoie qu'une par mois, hein. Je suis pas du tout là pour vous envoyer 1000 messages. Je sais qu'on peut garder contact, vous serez quand même au courant de ce que je fais. Pareil pour Telegram, c'est quand même un truc un peu à part. Bon, même si Telegram peut bugger aussi, et dans ce cas-là, je perds tout le monde. Mais il y a un truc un peu plus... qui n'est pas soumis à l'algorithme, au moins sur Telegram. Donc voilà, ça c'est en tant que créateur de contenu. Et même pour vous, en fait, ces réseaux sociaux maintenant, ils ne font que renforcer une addiction et du temps d'écran. Parce que c'est fait pour, c'est psychologiquement conçu pour. Et même quand on en a conscience, comme c'est mon cas, je perds mais combien de temps, combien d'heures par semaine, même par jour, à cause de ça. Et qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté? Bah pas beaucoup. Il y a des trucs, hein, je vais pas dire, il y a des super contenus, même sur TikTok, sur en réel Instagram et tout, des recettes, des trucs où je me dis ah c'est génial, là j'ai vraiment appris un truc, mais c'est le cas peut-être de 10% de la consommation de réseaux sociaux. Le reste, c'est du scroll, mais du scroll inconscient. Je suis même pas vraiment concentrée à ce que je fais. Par contre, je suis là à faire défiler. Je sais pas si vous avez vu ce super documentaire Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je vous le conseille vivement. C'est sur les réseaux sociaux et sur les processus psychologiques qui sont mis en place pour que les utilisateurs deviennent accros. Après avoir vu ce docu, j'avais eu une prise de conscience. Je m'étais dit, mais Loïs, c'est un enfer. Et le problème en plus, c'est qu'avec ton métier, tu participes à ça. Donc t'es victime de ça en tant que personne, mais en plus de ça, tu peux pas critiquer ça alors que toi-même, tu fournis du contenu à ces plateformes, toi-même, tu crées du contenu pour ça, donc finalement, tu incites les gens à venir voir ce que tu fais sur ces plateformes. Donc il y avait un truc un peu dissonant, et en même temps, il y a ce truc de bah oui, mais si tout le monde va là-dessus, il y a un moment où je peux pas faire ma tête de mule en disant bah non, je veux pas par principe. Mais quand même, je sais pas. C'est pour ça que moi, je suis vraiment... même si j'ai pas 1000 followers sur le blog, je pense que c'est vraiment le plus intelligent, c'est la stratégie la plus durable, c'est la façon de faire la plus douce, la plus slow, la plus durable, en tout cas, pour vous comme pour moi. Et si je me lance dans un rythme, je sais pas, de 1 réel par jour, parce que l'algorithme Instagram va adorer, ben quoi, je vais m'épuiser à la tâche, j'aurai rien à dire, qu'est-ce que ça vous apportera vous? Pas grand-chose, j'aurai juste peut-être mon nombre de followers qui aura augmenté. Et alors, so what? Donc moi je prône, même sur les réseaux sociaux, le retour au slow, à l'intelligence de contenu, à l'intelligence de création de contenu, à l'intelligence de consommation aussi de contenu. Et à un moment, on va pas passer notre temps sur les réseaux sociaux à scroller alors qu'on a la vie qui défile à côté, quoi. Voilà, c'est un peu déprimant de voir l'évolution des réseaux sociaux parce que là, je me dis que je me sens vieille, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est que ça, en fait, ça ne correspond pas à mes valeurs et je pense sincèrement que ce n'est pas bon, que ce n'est pas bénéfique, que c'est même dangereux pour la santé mentale. Donc je n'irai pas contre mes valeurs et si à un moment je sens que ça ne fonctionne plus, bah écoutez, j'arrêterai. En tout cas, j'arrêterai avec cela et on verra qui me suivra pour le reste. Mais merde quoi. Il y a un truc un peu rebelle chez moi de non, je suivrai pas ça parce que c'est en totale dissonance et je pense que c'est mauvais. Et ce que je peux vous dire après 8 ans sur les réseaux sociaux, j'ai de la chance d'être là depuis longtemps et que ça fonctionne bien depuis longtemps, c'est parce que je me suis écoutée et que j'ai pas forcément suivi les tendances. Il faut trouver le juste milieu entre les tendances qui arrivent et cette écoute de là c'est bizarre, ça va contre mes valeurs et si on y réfléchit bien, je pense pas que ça va durer dans le temps. Donc en fait ça sert à rien de s'épuiser à faire ça parce que ça va passer. Voilà, c'était une disserte orale un peu imprévue comme ça sur les réseaux sociaux, mais je viens de tomber sur un post de Roxane justement qui en parlait. Et je suis tellement d'accord avec elle, ça me met en colère en fait. Pas parce que j'ai peur pour mon métier, mais parce que je trouve que ça va pas vers le bon. Et que ça me semble même un petit peu dangereux. J'ai bossé toute la journée, on est dimanche, j'en peux plus. Donc là, je me fais à dîner. Je vais me faire un plateau repas devant Sex and the City, je pense, devant le film, le premier. Je vais me faire un wrap qui reste. Je suis en train de faire cuire des poivrons de chez Pika, c'est un reste de courgettes. Je vais émietter ce steak de falafel là-dedans.
En guise de sauce, de la sauce saté. Ça, c'est un truc qu'on a pris sur Quasi-Domi. C'est très bon. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, j'ai un peu déchiqueté mon wrap en voulant le couper. Donc, c'est pas aussi joli que ce que je le voulais, mais c'est pas très grave. Les épinards, ça, c'est un reste de ce que j'ai mis dedans. Et il en reste encore derrière. Et là, j'ai fait une petite salade de tomates avec le reste de concombre, de l'huile d'olive aromatisée à la truffe. J'adore ça. Un petit peu de pignon, d'ail en poudre et de sel. Et ça va être trop bon. Et donc il me reste ça, comme je vous le disais, il me reste aussi des épinards. J'aime bien quand je cuisine faire des assez grosses quantités en fait, ou au moins pour le lendemain, comme ça après je peux, sans pour autant refaire la même chose, je peux mixer le tout dans des bowls ou les réutiliser d'une autre façon. Hyper pratique plutôt que de devoir faire la cuisine à chaque fois. Je me fais un petit déj avec les restes d'hier, justement, regardez comme c'est pratique. C'est 2 grandes tartines qu'on avait achetées à la boulangerie que j'ai fait décongeler. Au four, par-dessus j'ai mis des œufs brouillés, une sauce, une sorte de moutarde au miel de chez Ikea que j'adore. Et j'ai mis le reste d'épinards, là j'ai mis le reste de mélange que j'avais préparé hier. Et une salade de fruits, des fraises et une pomme, et j'ai mis quelques éclats d'amandes, mais là on les voit pas. Je suis un petit peu à la bourre, j'aurais dû me réveiller plus tôt parce que j'avais plein de choses à faire. Et donc avant de partir au bureau faire des tournages, je me suis préparé une petite assiette. Donc j'ai fait revenir un tofu à la japonaise. Ça c'est une salade de quinoa qui vient de chez Picard, qui est très bonne. Elle se fait réchauffer en 3 minutes, c'est hyper pratique. D'haricots verts, pareil, que j'avais acheté congelé. Pour certains, ça fait très assiette de régime, genre haricots verts, quinoa, salade, tofu. Moi, pour le coup, je vais me régaler avec ça et j'aime beaucoup. En termes de sauce, j'ai préparé un petit mélange. J'aime bien utiliser des petits pots de confiture pour garder les vinaigrettes que je fais. Et là, j'ai mélangé une huile qui est un mélange en fait pour future maman de la marque Quintessence avec du vinaigre blanc balsamique, de la moutarde. Aussi simple que ça. Et je vais me poser devant un épisode du Flambeau, le 2e. Pour l'instant, j'accroche beaucoup moins qu'avec la flamme, que j'avais adoré. Et ensuite, je file travailler. Sinon, un sujet, mais en termes de déco, vous avez vu que ça a un peu évolué. On a enfin mis une plante là. J'ai mis des petites lanternes là qu'on allume la nuit. Donc les miroirs, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Et là, c'est des petits coussins qu'on a commandés sur la Redouche. J'ai trouvé trop jolis. En fait, je trouvais que ça manquait de blanc, de couleur claire. C'est très beige, en fait, cet appart. Les murs sont un peu beige. Des miroirs bois, on a un canapé beige. Et je trouve que ça manque de blanc. Voilà, c'est pour ça que Tima se met sur le canapé. C'est pour apporter une jolie touche déco. Merci Tima. J'avais envie de coussins blancs. Je voulais soit des coussins en lin, mais j'ai bien aimé ceux-là. Alors, je les imaginais plus blancs que ça. Ils sont quand même très écrus. Mais ça va être joli. Et en vrai, je pense que ce qui sera très joli, c'est un tapis blanc. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Bah déjà, le canapé beige, c'est pas une bonne idée quand on va avoir un bébé. Alors le canapé blanc avec un chien, un bébé, ça ne l'est pas non plus. Mais bon, voilà. Dans la chambre aussi, pareil, ces 2 poufs qu'on a pris sur la Redoute, je les trouve trop jolis. Et ça, c'est l'histoire d'avoir des assises en plus quand on a des invités. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre en termes de déco? Ça, c'est un macramé, c'est une accroche à un porte-plante, j'appelle ça, en macramé que mon frère m'avait ramené du Mexique. J'ai mis une petite plante Ikea dedans. Ça, c'est des collets qui viennent de Tahiti. C'est mon amoureux qui me les a ramenés de son dernier voyage. Bon là, la chambre de bébé, je vous en parle même pas, tellement c'est un bazar encore. Et j'ai très hâte parce qu'on a reçu le matelas bébé, enfin le matelas enfant de la marque Kipli. Pareil, des nouveaux draps Kipli en lin blanc pour notre chambre, ça va être canon. Je vous montrerai ça je pense dans le prochain vlog quand on aura installé tout ça. Là c'est encore un capharnaüm tout ça. Bon, ça y est, vous êtes arrivés à la fin. C'est que ça devait être intéressant, j'espère en tout cas. Je vous laisse liker la vidéo si c'est le cas. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube et en attendant sur Instagram. À très vite. Bye bye.